Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter When Nightmare Comes de Patrick Toporov chez Osprey. When Nightmare Comes est un jeu d'escarmouche coopératif pour 1 à 5 joueurs, un peu dans l'esprit de Rangers of Shadow Deep, dans un univers occulte et contemporain. Quand tu dis que c'est comme Ranger of Shadow Deep, c'est le système de jeu ou c'est plutôt l'univers? Non, le principe. Le principe est le même. Ok, ça marche. Le livre apparaît en format comics, couverture souple, en couleur, avec de jolies illustrations. C'est rare que ça soit tout en couleur à l'intérieur. Des fois c'est juste noir et blanc, là il y a l'effort de la couleur, c'est cool. Ouais. Oh. Voilà, belles illustrations qui mettent tout de suite dans l'ambiance du jeu. Même si le jeu, au niveau de ses règles, est pas mal et reste assez vague. Okay. Pour que vous puissiez utiliser, comme c'est un jeu agnostique, en termes de figurines, vous allez pouvoir utiliser toutes les figurines que vous voulez, à votre portée. C'est plutôt quel type de figurines? Plutôt des figurines fantastiques du coup, ou même pas? Alors les investigateurs, donc les héros seront plutôt des humanoïdes, des humains, des citoyens, qui ont décidé de se lever contre les menaces occultes qui menacent le monde. Donc vous pourrez utiliser plusieurs gammes de figurines, recycler éventuellement les figurines de vos jeux de plateau comme Zombicide, Horror Arkham, ça peut très bien marcher aussi, ou des figurines de la gamme de Crooked Dice pour le jeu 7 TV, qui ont une large gamme de figurines contemporaines. Ça c'est pour les héros. Pour les monstres, vous pourrez prendre à peu près, vous pouvez prendre même du Games Workshop, des fantômes, des ghouls, des démons. C'est un des avantages de ce jeu, c'est que vous pouvez vraiment le typer comme vous voulez. Les règles sont assez larges et parfois assez floues, mais c'est voulu. En termes en tout cas d'utilisation de pouvoirs, d'équipements, vous pouvez très bien faire ça dans un contexte dans les années 20, même au début du siècle. Enfin voilà, c'est assez libre à ce niveau-là. Même si, effectivement, les illustrations typent plutôt la chose à l'époque contemporaine. Ouais, mais après, si t'as des figurines qui sont un peu plus dans une autre époque, comme tu disais, les années 20, c'est tout à fait possible parce que le jeu il s'adapte, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Donc c'est en anglais. C'est en anglais, pour l'instant en tout cas. C'est un anglais assez simple, assez efficace. Donc voilà, ça va demander peut-être un effort pour les non-anglophones, mais ça reste faisable. Il n'y a pas de termes, il n'y a pas de tournure de phrase tarabiscotée. Ça reste assez simple d'accès quand même. Le jeu va se jouer donc sur une surface de 2 pieds par 2 pieds, donc à peu près 61 cm sur 61 cm. Donc ça va, ça prend pas trop de place. Ça prend pas trop de place. Donc les joueurs vont incarner des chasseurs. Il y a 3 classes de personnages qui vont chacune avoir leurs avantages et leurs limites. Vous avez les gardiens qui vont être des guerriers, tout simplement, des spécialistes du combat. Les weavers, donc les tisseurs, qui vont être plutôt des mages, ou des personnes qui ont une sensibilité occulte développée, qui va leur permettre de jeter des sorts, entre autres. Et vous avez les wrights, donc les artisans, qui vont être en fait des espèces de MacGyver de l'étrange, qui vont pouvoir fabriquer, avoir accès à tout un arsenal de reliques, de gris-gris, de potions, qui vont les aider dans leur quête. Donc on crée un perso. On crée un personnage. On choisit premièrement sa classe. Et ensuite on va lui attribuer des caractéristiques. Les caractéristiques, ça va être des dés. Donc il y a D6, D8 et D10. Il va y avoir 3 caractéristiques. Le corps, l'esprit, enfin le corps, l'intellect plutôt, et l'esprit. Et on va devoir répartir ces 3 dés dans chacune des caractéristiques. Okay. Une des originalités de ce jeu, c'est que chaque scénario va être divisé en 2 phases. Il va d'abord y avoir une phase très proche du jeu de rôle, où les joueurs vont devoir, juste en discutant, résoudre une situation. Et on va passer ensuite à la phase d'affrontement, qui est plus classique pour un jeu d'escarmouche. Quand tu dis jeu de rôle, il n'y a pas besoin de mettre du jeu. Non, justement, c'est... l'aspect jeu de rôle, entre guillemets, c'est ce qu'on va appeler la scène narrative, tout simplement. Okay. Qui est une scène que les joueurs, il y a un tableau que je vous montrerai à la fin du livre qui va vous permettre de générer des scènes. Okay.
aléatoirement, et les joueurs vont devoir résoudre donc ces scènes narratives avant de passer au combat proprement dit. Okay. Le système de caractéristiques va prendre ça en compte, donc vous avez en fait un double tableau de caractéristiques, un que vous allez utiliser pendant les phases narratives, et l'autre que vous allez utiliser pendant les phases d'escarmouche. Donc vous allez attribuer les dés à ces différentes caractéristiques, et vont en découler du coup les caractéristiques donc ces dés vous allez les utiliser dans les phases narratives pour résoudre pour passer les différents obstacles qui vont vous barrer la route. Et ces dés vont aussi servir à définir les caractéristiques du personnage dans la phase d'escarmouche. Okay. Voilà. Donc par exemple, vous allez attribuer corps, intellect et esprit, donc des D6, D8 ou D10. Alors évidemment, un gardien va avoir plutôt beaucoup en corps, alors qu'un weaver, un magicien, va avoir plutôt un dé élevé en esprit. Donc vont découler de ces dés des caractéristiques secondaires. Donc en l'occurrence, le mouvement que peut accomplir votre personnage, qui sera basé sur le dé de caractéristiques physiques que vous lui avez attribuées. Et puis d'autres caractéristiques secondaires, le nombre d'objets que le personnage peut porter, le nombre de sorts qu'il peut lancer, ou le nombre de gris-gris et de potions, par exemple, que le Wright pourra concocter pour la partie. Okay. Et donc après, il y a plusieurs... une fois qu'on a créé ce personnage... Alors, pour la création du personnage, il va encore y avoir des habiletés propres à chaque classe, okay. Donc que les joueurs vont devoir choisir. Donc compétences de gardien, compétences de weaver, compétences de Wright, okay. Et une compétence qui est accessible à n'importe quel personnage, qui va permettre de le customiser un petit peu. Donc de se déplacer plus rapidement, de mieux résister au choc ou à l'horreur auquel il va être confronté. Enfin, il y a tout un tas de compétences qui permettent vraiment de customiser son personnage. Voilà. Ce qui est très bien fait dans ce livre, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, vous aurez un petit récapitulatif de ce qui a été abordé dans le chapitre en question. Okay. Donc ça va vous permettre de bien vérifier que vous avez lu toutes les règles correctement et que vous les avez bien comprises. Donc ça, c'est très bien fait. Le livre, globalement, est très bien fait, se lit de manière très fluide. Et les différentes parties sont connectées assez logiquement les unes aux autres. Donc ça rend la lecture très agréable. Avec en plus donc, ce petit récapitulatif qui est pratique pour voir si on n'a rien oublié dans le chapitre. Okay. Voilà, donc un exemple de personnage avec les différents dés attribués à corps, esprit et intellect, les différentes caractéristiques qui en découlent, l'équipement, les pouvoirs de classe, l'habileté de personnage, voilà, donc, tout est résumé ici pour vous donner un exemple de personnage. Un peu comme les préconstruits dans le jeu de rôle, tu sais, où t'as un préconstruit, tu vois à quoi ça ressemble. Quoi. Voilà, c'est ça. Là, c'est un exemple, mais... Ouais, pour être sûr qu'on ne se soit pas trompé aussi. Voilà. Donc là, on va voir ensuite les règles proprement dites. Les règles d'escarmouche, notamment. Les règles concernant les scènes narratives arrivent un petit peu plus tard dans le livre, on en reparlera rapidement. Donc le système est simple. Vous avez chaque tour, donc d'un côté... tous les chasseurs de monstres commencent à jouer, et ensuite c'est au tour des monstres. Quand un chasseur peut jouer, il a un mouvement gratuit et 3 actions par tour. Chaque action, il va devoir lui attribuer un dé. Et chaque résultat de 4 ou plus sera un succès. Donc vous comprenez bien qu'en fonction du dé qui sera lancé, il y aura plus ou moins de chances de réussir l'action en question, et donc les joueurs vont devoir prioriser en fait leurs actions afin que l'action la plus importante qu'ils veulent faire pendant un tour bénéficie du D10, et ensuite éventuellement les autres actions avec des chances de réussite un petit peu plus basses. Okay. Chaque classe va avoir un bonus typique en fonction de son activité. Donc le gardien va avoir un bonus en combat, le weaver va avoir un bonus pour lancer un sort. Ce bonus est représenté par le fait que le personnage va lancer 2 dés et garder le meilleur résultat pour cette action précise. Okay. Donc pour le combat, la magie ou les gadgets, suivant la classe. Là vous avez une liste d'actions, bon je ne vais pas tout détailler, mais vous avez une liste d'actions possibles pendant votre tour. Donc évidemment l'attaque, parce que c'est un peu le cœur du truc. Vous avez une règle de tir groupé, de tir concentré, vous allez pouvoir tirer à plusieurs en même temps sur une créature. Un
interagir, se déplacer, un système d'Overwatch, donc de... Rien à voir avec le jeu vidéo. Non, rien à voir. Overwatch, c'est quand t'es aux aguets, en fait, au moindre truc... Oui. T'es vigilant. De vigilance, voilà. Certaines armes vont demander d'être rechargées. Voilà, donc toutes les actions disponibles pour votre personnage, avec un petit détail après. Sachant que vous avez un mouvement gratuit de 5 à la base, et qu'après vous pouvez refaire un mouvement si vous y investissez un dé et que vous réussissez, et donc en faisant plus que 4. Ok. Voilà. Donc chaque joueur va devoir comme ça attribuer ses dés à différentes actions pour essayer de finir le scénario. La partie escarmouche va durer 6 tours, avec une petite mention si jamais les chasseurs ne possèdent pas d'armes à distance ou d'armes à poudre, ils bénéficieront d'un round supplémentaire. D'accord. Oui. Donc ça, c'est une petite adaptation qui vous permettra aussi peut-être de jouer dans d'autres contextes que le contexte contemporain. Voilà, le développeur a pensé à ça. Okay. Donc les règles de combat, on lance son dé, on essaye de faire 4 ou plus, l'adversaire va lancer un dé de sauvegarde qui sera du coup non pas défini par son pool d'action, mais par l'armure qu'il porte. Donc ça va être la plupart du temps pour des vêtements, ça va être un D6. Donc il faudra faire 4 sur un D6 pour éviter ou absorber le coup qui a été donné. Les créatures, c'est encore un peu différent, on y viendra un petit peu plus tard. Voilà, donc encore de belles illustrations. On continue avec quelques règles. Le jeu est pas compliqué, mais quand même assez complet. Il y a pas mal d'options possibles. Et il y a pas mal de choses à faire. Les règles sont pas bien compliquées, mais elles sont assez complètes. On va avoir là tout ce qui concerne les blessures. Donc à chaque blessure reçue, vous diminuerez votre pool de dés. D'accord. Donc ici, vous voyez, quand vous n'avez aucune blessure, vous avez votre mouvement gratuit et vos actions. Si vous avez une blessure, vous perdez votre D10. Votre D10, mais toujours le mouvement. 2 blessures, vous perdez le D10, le D8, etc. Okay, ouais. Jusqu'à ne plus pouvoir bouger et éventuellement décéder. Voilà. Ce qui n'est pas le but du jeu, bien sûr. Qui n'est pas le but du jeu. Petite chose amusante, si vraiment vous aimiez d'amour votre personnage et que vous refusez absolument le deuil n'est pas fait, il y aura moyen de le ramener à la vie. Avec un petit système de sombres secrets et alors Hot Touch, on pourrait traduire ça peut-être par toucher ténébreux. C'est-à-dire que votre personnage va revenir d'entre les morts, mais il ne sera pas tout à fait le même. D'accord. Donc il aura une petite table ici qui va vous permettre donc de le faire revenir, mais avec a priori ce qui est quand même plutôt un défaut. Et aussi, une petite, pour marquer son affinité avec l'au-delà, un petit pouvoir qui va lui permettre de bénéficier d'un petit avantage durant les prochaines parties. Donc c'est tout à fait possible, si vraiment vous refusez la mort de ce personnage dans lequel vous êtes tant investi, et vous en faites pas, il y a moyen de le garder. Toujours, c'est le principe de le jeu qui est assez ouvert et qui peut vous permettre plein de choses. C'est ça. Et d'une manière générale, les tableaux, ce qui est décrit dans les différents tableaux, donc les tableaux par exemple de sombres secrets, ça reste assez vague et ce sera à vous d'envelopper ça dans votre campagne, dans votre univers. Donc 2 systèmes différents, un qui va la terreur, qui elle va symboliser en fait grosso modo la santé mentale, c'est-à-dire que certains monstres ont un trait bien précis qui va provoquer en fait un jet de la part des chasseurs. Suivant leur résultat à ce jet, ils seront plus ou moins handicapés pour la suite de la partie. Donc ça, c'est la première fois qu'ils voient le monstre en question. Et le deuxième, qui va être plus proche, le dread, qui va être plus proche du moral. Là, c'est le personnage qui va tout simplement essayer de fuir quand il a subi un trop gros nombre d'attaques. Okay. Voilà, il va devoir faire un jet. Donc là, le chapitre suivant va concerner les rejetons des ténèbres. Donc là, ça va être les adversaires, tout simplement. Alors bon, il vous fait une liste de différents types, ça c'est pour typer un peu vos parties, mais il vous encourage à vraiment, encore une fois, recycler les figurines que vous avez déjà, des horreurs cosmiques ou des zombies, ou ce que vous voulez. Des dragons.
Des dragons bof, des dragons moyens, je crois que c'est pas tellement prévu, mais peut-être des dragons morts-vivants éventuellement. Mais, voilà, donc les rejetons, ça va être beaucoup plus simple, ils ont un système de caste en fait, c'est-à-dire que vous allez avoir en gros 4 grades, vous avez la vermine, la horde, la terreur et l'atrocité. Chaque caste va avoir un type de dé, et donc qui va lancer durant les combats. Donc la vermine va être évidemment moins forte que l'atrocité qui elle est quasiment du niveau d'un des joueurs. Donc il va falloir choisir la caste du monstre et après vous allez lui choisir des traits de rejetons. Donc 1, 2 ou 3 suivant la caste du monstre. L'atrocité, elle, va avoir en plus un trait d'atrocité qui va la rendre vraiment... C'est vraiment le big boss en fait de la campagne. Voilà, ensuite, donc là ils vont des exemples de rejetons. Vous allez avoir toute la hiérarchie avec, là ils sont partis sur une optique de vampire, donc vous allez avoir les chauves-souris, des espèces de ghouls, les fiancés du vampire et le vampire en lui-même. Vous avez ensuite chapitre qui parle de l'équipement, donc là c'est une liste d'équipements, d'armes, avec leurs petites règles spéciales, les tableaux, encore une fois c'est hyper clair, on a de belles illustrations. C'est encore une fois très clair. Un petit chapitre sur enfin une petite partie sur les gris-gris et les potions des occultistes et les sortilèges des weavers, donc qui vont leur permettre de lancer des sorts. Voilà, un système de magie assez simple. Voilà, encore une chouette illustration. Ça marche avec la thématique qui est présentée. C'est ça. Et là, vous allez avoir donc tout l'aspect mise en place de la scène narrative. Donc là, ça se passe dans la ville de Deacon Fall, qui est qui est un peu Generic City, quoi. C'est vraiment la ville de base, assez neutre, avec différents quartiers. Ou vraiment, si vous n'avez aucune autre idée, ça peut être le cadre de vos parties. Voilà, donc préambule sur les scènes narratives. Et ensuite, il va vous demander, donc pour mettre en place ces scènes narratives, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs manières de faire ça. Soit vous faites ça ensemble avec vos amis, donc vous commencez à jouer et puis vous rajoutez des détails, vous changez des choses au fur et à mesure. Ou vous pouvez très bien aussi décider qu'à chaque séance, un des joueurs, ce qui a peut-être une âme de maître du jeu, se coltine ça et donc donne vie à tout ça. Okay. En fait, l'idée c'est que vous allez avoir des tables qui vont vous permettre de créer une scène narrative. Donc vous avez la table de qu'est-ce qui se passe, donc ça peut être un enlèvement, un vol, un meurtre, enfin ce genre de joyeuseté. Ensuite, sur une table, vous allez définir où ça se passe dans la ville, mais encore une fois, c'est dans la ville générique, vous pouvez très bien l'adapter si vous jouez ailleurs. La table de qui est impliqué, donc vous avez plusieurs milieux, ça peut être la police, des universitaires, des sommités, ou des politiciens par exemple. Enfin voilà, vous avez tout un échantillon de populations différentes, pareil pour encore une fois typer vos petites scènes narratives. Et ensuite la table de quand. Et ça qui va être important, c'est quand les joueurs arrivent sur les lieux. Et là vous aurez ça va vous donner en fait ce que les joueurs vont rencontrer en arrivant sur la scène, parce que donc les joueurs sont des enquêteurs anonymes, civils, qui luttent contre les ténèbres, dans les ténèbres eux-mêmes. Donc ils n'ont pas d'autorisation, c'est pas une super unité spéciale de je ne sais pas quoi, c'est juste des gens normaux, et donc il va falloir, pour arriver à là où ça se passe, il va falloir passer la plupart du temps des obstacles. Vous avez dit donc différents moments où les joueurs vont arriver en scène. S'ils arrivent pas mal de temps après que ce soit passé l'événement, du coup la tension sera un peu remontée, il y aura un peu moins de monde, ils pourront se faufiler peut-être plus facilement. S'ils arrivent vraiment en plein milieu, au pic d'activité, là il va y avoir des reporters de la police peut-être. Donc en fait chaque moment comme ça va vous donner une liste d'obstacles à surmonter. Ok. Sachant que les obstacles vont être définis par les joueurs. Donc encore une fois, vous le définissez ensemble, ou voilà, un des joueurs prend un peu la parole, fait un peu le maître du jeu. Les joueurs, pour surmonter ces obstacles, vont faire un jet groupé
de leurs caractéristiques. Ils vont devoir d'abord décider de comment ils veulent résoudre l'obstacle. Et en fonction du résultat, les joueurs vont plus ou moins bien commencer l'affrontement. En fait, plus les joueurs ont réussi leur jet de dés pour surmonter les obstacles, mieux Le combat se passera. le début du combat se passera. Ouais. Donc là, vous avez ce qui se passe. En gros, si les joueurs gagnent, donc font plus de succès en surmontant les obstacles, ils arrivent, ils ont une action gratuite dès le départ, ils arrivent par le bord de table qu'ils veulent, et voilà. Si c'est une égalité, bon, c'était pas la cata, mais ça s'est pas très bien passé, donc ils vont arriver dispersés. Et si jamais ils ont raté leur jet de la scène narrative, là ils arrivent dans tous les sens, ils sont privés de leur première action, enfin voilà. Ils se cassent la gueule. Voilà, c'est ça. On a un peu à côté de leur pompe. On a raté notre initiative. Ils ont raté leur... Voilà, c'est ça. L'auteur le rappelle. Si tout ça, ça vous embête, que vous voulez juste vous tirer dessus, enfin tirer sur des monstres avec vos figurines, vous pouvez complètement passer ce moment. Mais ce serait dommage, je trouve que ça fait partie un peu du sel du jeu. Ouais, je trouve aussi. D'avoir cette construction d'histoire commune. Où chacun va pouvoir rajouter un petit truc, genre il pourrait y avoir un gros barman qui refuse l'accès, comment on pourrait faire, attends, je vais essayer peut-être de le charmer, ou je vais passer par derrière, enfin, voilà, donc ça met un peu de vie là-dedans. Et pour finir, donc le chapitre sur l'engagement tactique, donc ce qui vous intéresse, je pense majoritairement. Donc le terrain, voilà une description de la mise en place pour les escarmouches. Donc du terrain, des points d'intérêt qui vont si possible être matérialisés par un petit bout de décor, le coffre d'une voiture, un casier, un distributeur de coca, que sais-je. C'est des indices en fait qui vont permettre, une fois récoltés, de faire apparaître le Nexus, qui est en fait une espèce de... Le nœud du problème, vraiment, c'est une espèce de manifestation physique des forces des ténèbres à l'œuvre dans cet endroit. Et il faudra donc fermer le Nexus pour gagner la partie. Et le dernier chapitre, qui va parler des affaires. En fait, une affaire va être composée tout simplement de 6 scénarios. Donc c'est une campagne qui est constituée de 6 affrontements, donc de 6 scènes narratives et de 6 combats, au cours de laquelle donc, les personnages vont pouvoir dépenser leur expérience et augmenter les caractéristiques de leur personnage. Un petit récapitulatif des règles, des petits gabarits aussi, parce qu'il y a quelques armes et quelques pouvoirs qui vont vous demander donc des zones d'agissement. Des zones sur la table. Et voilà. À noter qu'il y a déjà disponible une mission, donc une scène narrative et un plan de bataille d'escarmouche disponible gratuitement, mise à disposition par l'auteur, voilà, pour vous donner une petite idée. Donc c'est aussi une possibilité aussi, ça va être de décrire vos scènes narratives à l'avance, et éventuellement les faire jouer, les jouer avec vos amis ou de les faire jouer à d'autres personnes, en les mettant en ligne par exemple. Donc ça c'est aussi un des aspects vraiment sympas de ce jeu. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de vous lancer dans la lutte contre les forces du mal et l'occulte, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.